Alors depuis 2 ans, j'ai 2 structures. J'en ai une qui s'appelle Oxeo, qui est spécialisée sur tout ce qui est le domaine de la certification, et que ce soit en qualité, en sécurité, santé au travail ou en RSE. Et puis j'en ai une autre qui est Formacom France, qui est sur de la formation et de l'accompagnement. Donc on est une équipe de consultants, ce qui fait que ça nous permet d'intervenir sur pas mal de spectres. La loi, la réglementation, les attendus sont les mêmes, que l'on soit artisan avec 3 salariés, que l'on soit total. Donc toute la vocation qu'il y a derrière, c'est de dire comment on peut aider toutes ces petites entreprises pour atteindre des objectifs qui sont réglementaires, des objectifs de management, des objectifs de progrès. Et donc en fait, moi j'apporte une version externalisée à l'ensemble de ces entreprises. Déjà la responsabilité de l'entrepreneur, d'amener les salariés finalement à repartir le soir, certes fatigués mais en bonne santé, et pour revenir le lendemain. Donc il y a des enjeux humains par rapport aux salariés. Et puis il y a des enjeux économiques de plus en plus forts. Aujourd'hui, vous avez l'entreprise qui a trop d'accidents du travail, même si elle fait un travail de qualité, elle ne peut plus décrocher un contrat chez EDF ou chez Total, voire même dans le secteur public. Donc il y a vraiment des enjeux économiques et des enjeux humains qui sont très très forts. Quand on est dans une TPE, on est polyvalent. Et quand on est polyvalent, il y a le cœur de métier, sur lequel on peut supposer qu'on a le recul nécessaire pour pouvoir travailler. Et par contre, il y a tout le reste du métier où on n'a pas l'expertise, on n'a pas le recul pour le faire. Donc ça explique pourquoi on est exposé à plus de risques et parfois on est plus en danger, tout simplement. Voilà, toutes les données statistiques que l'on peut trouver d'ailleurs sur Internet, les données de la Caisse nationale d'assurance maladie, sont consultables, et on peut aborder la chose sur peut-être un secteur d'activité, et après il y a aussi le côté la profession en elle-même. Indéniablement, le secteur d'activité où il y a le plus d'accidents, où il y a le plus d'expositions, et lorsqu'il y a des accidents, ils sont le plus dangereux, c'est le BTP. C'est 10% de la population qui travaille dans le BTP, mais c'est 15% des accidents. Donc indéniablement, c'est le BTP. Et après, dans le BTP, on a tendance à expliquer que ça peut venir du public, c'est-à-dire la saisonnalité, ça peut venir des intérimaires. Et en fait, je m'étais servi du logiciel d'ailleurs Winlacy, et parce qu'on avait dedans, on avait saisi 10 années d'accidents du travail. Donc du coup, on avait pu faire une étude statistique sur cette accidentologie. Déjà, un premier point, c'est l'intérimaire n'est pas forcément plus accidenté que le salarié. C'est pas vrai, enfin, en tout cas pas dans cette société dans laquelle je travaillais. Ensuite, c'est pas forcément en fin de contrat que l'intérimaire est salarié. Moi, je m'étais rendu compte que les salariés, d'une manière générale, il y avait plus d'accidents du travail le mercredi. Alors je me posais la question pourquoi. Une première approche, on avait des publics qui partaient en déplacement. Et donc le lundi, mardi, mercredi, on est dans la phase entre guillemets du début de la semaine. Et à partir du mercredi après-midi, on est dans la phase où on commence à penser au week-end qui va arriver. Et il y a comme une sorte de déconcentration par rapport au travail. Il y a comme peut-être aussi l'envie de vouloir terminer un peu plus vite pour pouvoir partir, pas le vendredi à 14h, mais pourquoi pas le vendredi à 10h ou à 11h du matin, pour rentrer plus vite chez soi. Et donc il y a une sorte de réflexion sur l'organisation du travail qui se mettait en place. Donc voilà. Et ça, c'était grâce à des données statistiques qu'on a pu avoir, et on s'est rendu compte de ça. Je me suis également rendu compte qu'avec la crise de 2008, juste avant, il y avait une grosse charge de travail, et les gens, il n'y avait pas forcément beaucoup d'accidents du travail. Même s'il y a une grosse charge de travail, on est au boulot, on enquille les heures, on s'adapte aux heures. Par contre, l'accidentologie, elle a commencé à venir au moment où il y avait le début de la crise. Et là, du coup, on commence à avoir peur de perdre son job, de perdre son contrat d'intérim. On commence à se dire, à cacher des accidents. On a eu des cas d'intérimaires qui ne voulaient pas passer à l'infirmerie parce qu'ils venaient d'avoir un contrat de travail et ils avaient peur de le perdre, et donc du coup on dit rien. Alors
Des fois, c'est pas grave, puis quand c'est une électrisation, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Ça se fait sur la durée, à intervalles réguliers, il faut travailler avec la direction, certes, avec les salariés sur le terrain, et puis évidemment, sans oublier, parce que c'est le maillon indispensable, c'est tout le management tout intermédiaire qui se retrouve à devoir gérer ses obligations par rapport à salariés de terrain et en répondant aux objectifs de la direction. On est dans le management et quand on met en place un système de management, c'est pas simplement pour obtenir un certificat MAS ou un ISO 9001. Ça implique qu'il y ait un changement culturel dans l'entreprise. Donc c'est un accompagnement qui va se faire sur 1 an ou 2 ans. Moi j'ai des clients qui me demandent de leur faire passer une certification. Allez, ça dure 12 mois, mais si c'est juste pour apporter le fond documentaire, je suis quasiment persuadé que je vais pouvoir revenir faire des formations sur le management, parce que de toute façon, l'entreprise, elle aura toujours un problème, c'est comment faire pour alimenter son fond documentaire, sa traçabilité documentaire. Un système de management, quand on le met en place, on travaille vraiment sur un changement culturel, et il faut plus travailler sur l'accompagnement au changement de culture que de travailler sur mise en place du certificat MAS, mise en place de HSAS et ainsi de suite. Pour une direction, il y a de la stratégie, et puis pour le manager intermédiaire, régulièrement, c'est perçu comme une charge de travail supplémentaire, c'est perçu comme de la pression supplémentaire. Et pour s'en sortir, il n'y a pas d'autre solution que de rentrer dans un changement de culture de l'entreprise. Par rapport à mes clients, en fait, aujourd'hui, j'ai une approche, je me place comme un référent sécurité. Et les termes légaux du référent sécurité ne sont pas vraiment précisés. C'est une personne qui est compétente en sécu. On peut se contenter de faire du suivi de documents uniques. Mais moi, je vais plus travailler justement sur l'accompagnement récurrent. L'idée, c'est de venir 1 à 2 journées par mois et puis de travailler en background sur le suivi documentaire, préconiser ce qu'on appelle des causes de sécurité, préconiser des temps de communication. Et après, on va sur le terrain pour essayer de discuter avec les dirigeants, avec le management intermédiaire. Et par contre, je ne suis pas dans la prescription one shot. Je peux venir une journée pour faire un diagnostic, mais ça, et derrière, éventuellement, préconiser des actions. Mais si on me demande de venir faire un conseil, je ne vends pas une prestation de 3 jours. Ça n'a pas de sens. Il faut venir sur du long terme. On sait très bien qu'il y a à peu près 10% de la formation qui est retenue par la suite. Donc quand moi j'aborde une formation sur ces thèmes de système de management, ce que j'aime bien mettre en place derrière, c'est j'arrive pour vous donner les clés, les outils, et derrière, en fait, je reviens quelques temps plus tard pour voir si ces outils ils sont bien utilisés. Un système de management, ça implique qu'il y ait une discussion entre les différentes hiérarchies de l'entreprise. Et donc du coup, on rejoint presque un mot qui est tendance, qui va être la bienveillance. Parce qu'à partir du moment où on commence à mettre en place de la discussion sur les différents échanges, la discussion, ça veut dire qu'on accepte l'erreur, on accepte les remarques, on accepte les pistes de progrès, on accepte de lâcher parfois une somme pour aménager un poste de travail, on accepte la différence. Et donc tout ça fait que quand on met en place un système de management, on est déjà dans une spirale vertueuse. Alors j'irai pas jusqu'à la bienveillance, parce que je pense que le mot bienveillant, maintenant il commence à être galvaudé au niveau d'une entreprise. Et puis on est quand même dans une relation commerciale. Quand on va bosser, on n'est pas là pour jouer aux échecs toute la journée sur l'ordinateur. Donc la bienveillance, c'est bien, mais l'écoute, le dialogue, le management parfois participatif, reconnaître que les collaborateurs ont des bonnes idées, s'appuyer sur les remarques terrain, faire des remontées d'informations. Tout ça fait que globalement, on est dans un système de management qui est performant et qui va profiter à l'ensemble de la démarche qualité, à l'ensemble de la démarche sécurité au travail, l'ensemble de la démarche RSE qui a du mal à prendre mais qui est pourtant indispensable et qui est à l'avenir. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que c'est intéressant de mettre en place un système de management. Je vais vous donner une, voire même 2 anecdotes. Une qui concerne la prévention et
et le bien fondé de la prévention par rapport à un chef d'équipe et une qui concerne un salarié. Le chef d'équipe, un jour j'ai un chef d'équipe qui m'appelle en me disant David, demain je suis convoqué chez le substitut du procureur par rapport à l'accident qu'il y a eu il y a 8 mois. Qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui se passe et tout ça. Donc on prend l'avion, on se rend sur le site. Le substitut voulait faire un rappel à l'ordre à mon chef d'équipe parce qu'il y avait un accident sur le chantier. Et on a réussi à démontrer que l'intérimaire, en l'occurrence c'était un intérimaire, que l'intérimaire, ça faisait 5 ans qu'on le faisait travailler, que ça faisait 5 ans qu'il participait à des causeries sécurité, qui sont des petits temps de discussion autour de la sécurité. Ça faisait 5 ans qu'on le formait, ça faisait 5 ans qu'on l'auditait sur les chantiers. Ça faisait 5 ans qu'on le faisait participer au plan de prévention, qu'on lui transmettait des informations de plan de prévention, qu'il était au courant du document unique. Donc en fait, on a pu démontrer au procureur que finalement il y avait une véritable prévention et une culture sécurité qui se mettait en quête dans l'entreprise et que l'accident, s'il était là, c'était pas de la responsabilité du chef d'équipe. Donc ça, la prévention, là, elle a permis, le corpus documentaire qu'on avait réussi à garder, à gérer, a permis de démontrer que notre chef d'équipe, il était compétent, qu'il y avait véritablement management de la sécurité et il n'y a pas eu de rappel à la loi. Le deuxième exemple que j'ai, qui concerne plus un salarié, on travaille dans une société d'échafaudage et la société d'échafaudage, on a des échafaudeurs qui utilisent des harnais, qui doivent s'assurer, parce qu'on comprend bien que si on fait une chute d'un échafaudage, même de 3 ou 4 mètres, en fait c'est potentiellement mortel. Donc la tolérance zéro sur le port du harnais, c'est pas possible. Alors c'est pas possible pour nous en tant que société d'échafaudage, mais c'était pas non plus possible pour le client chez lequel on intervient. Et donc on mettait des actions, des harnais qui sont confortables, du matériel qui est facile à utiliser et nos gars globalement se mettent à utiliser le harnais. Mais il y a des irréductibles. Il y a des irréductibles. Et je pense notamment à un irréductible qui ne voulait pas mettre son harnais, ce qui nous amenait des tensions au sein de l'équipe, des tensions avec notre client. Des risques de se faire exclure du site en fait. Et donc du coup on a refait une ultime causerie sécurité en disant il y a la prévention c'est bien, mais attention, il y a aussi la réglementation, il y a aussi la loi. Donc il y a un dialogue qui s'instaure. Le lendemain, cette personne qui ne mettait jamais son harnais, met son harnais pour la première fois depuis 20 ans. Il est à 5 mètres de haut sur un échafaudage, en train de le construire, il fait un malaise vagal. Il a été sauvé par son harnais. C'était la première fois depuis 20 ans qu'il mettait son harnais. Donc là, on se dit, on est content parce qu'on a fait une action de prévention, teintée d'un peu de menace, parce que de temps en temps c'est nécessaire, et finalement ça a permis de peut-être sauver une personne. J'aimerais croire qu'elles veulent se faire certifier, parce que d'un seul coup, elles ont pris conscience que mettre en place un système de management de la santé au travail, c'est l'avenir, c'est une façon de construire l'avenir de l'entreprise. Malheureusement, il y en a quand même très peu qui sont dans cette démarche-là. Très souvent, elles y vont parce que leur donneur d'ordre leur préconise de se faire certifier MASE. Le MASE, ça vient à la base du secteur de la pétrochimie, et c'est Total qui dit moi je mets en place un système de management de la sécurité sur mon site, je veux que les entreprises qui rentrent dans mon site aient un comportement qui soit adapté au regard de mes salariés. Parce que comment dire à mes salariés vous portez des casques, vous faites comme ci, vous faites comme là, et puis à côté de ça on se retrouve avec des entreprises intervenantes qui font un peu n'importe quoi. C'est difficile à manager. Donc du coup, on préconise à ces entreprises de se faire certifier pour qu'elles aient un engagement et un progrès en termes de comportement sécurité. Et on a dépassé le stade de Total, parce qu'au final, à la base, dans le référentiel MASE, il y avait un point du référentiel qui disait « Moi, entreprise MASE, je m'engage à faire travailler des entreprises MASE ». Donc du coup, il n'y avait pas d'autre possibilité que de dire
moi, société d'échafaudage, je veux faire intervenir 3 intérimaires, je ne ferai intervenir que des intérimaires d'une société de travail temporaire Mazé. D'accord ? Donc c'était un peu la chaîne qui fait que ça a été très bien fait. Au résultat, aujourd'hui, c'est quasiment, je crois que c'est le référentiel le plus utilisé en termes de sécurité en France, quoi, devant OHSAS par exemple. Et c'est un référentiel qui a l'avantage d'être très opérationnel. C'est-à-dire que, certes, on se pose la question, est-ce qu'on respecte le règlement intérieur, la loi, le règlement, le code du travail, mais c'est avant tout, est-ce que vous faites ? Non, vous dites que vous allez faire des causeries sécurité, est-ce que vous faites des causeries sécurité ? La direction dit qu'elle s'engage dans un système de sécurité, est-ce que la direction, on la voit animer elle-même des causeries sécurité, participer à des réunions mensuelles, est-ce qu'elle prend le temps d'organiser des réunions sécurité avec le CHSCT, avec les délégués du personnel, avec des représentants de la santé et sécurité, est-ce qu'il y a un plan d'action ? Donc on fait c'est par la preuve finalement que le MAS ça fonctionne, c'est par la preuve. Les difficultés pour le suivi de tout ça, parce que finalement, comme il faut des preuves, on ne peut pas se contenter de dire, moi chef d'entreprise, je suis allé sur un chantier, faire une visite de chantier. Non, il faut le prouver que quand on a fait la visite de chantier, on a fait une visite de chantier et qu'on a apporté une attention particulière à la sécu, pas simplement à la production, à l'avancement du chantier. Donc du coup, il faut des preuves. Donc ça veut dire qu'il y a toute une gestion documentaire à mettre en place. Et ça peut être là que ça peut devenir compliqué. Parce que vous avez des petites structures où vous avez des assistantes qui sont formidables, qui sont carrées. Et franchement, moi je vais là-bas, je vais faire un audit interne en vue de préparer l'audit de certification. Tout est carré, je demande un papier, ça sort. Et puis il y a des entreprises, c'est compliqué. Des entreprises qui oublient d'envoyer le suivi semestriel, des entreprises qui se prennent donc des remontrances de l'administrateur du MAS. Vous avez des entreprises qui ont constaté une anomalie mais ne l'ont pas tracée. Et donc du coup, c'est plus tard. Qu'on fait des causeries sécurité mais qu'on oublie de faire signer les gars. On ne peut pas prouver qu'il y a eu des causeries sécurité. Donc tout ça fait que c'est compliqué. Il y a un autre aspect qui est très compliqué et aujourd'hui difficile à résoudre, c'est par exemple les réunions sécurité. Moi, j'interviens, je suis référent externe. Je vais, en fonction de l'accidentologie, des risques de l'entreprise, prévoir à intervalles réguliers de faire des causeries sécurité ou des réunions d'information sécurité. Je préfère le mot causerie parce qu'il implique qu'il y ait un dialogue. Donc ça veut dire qu'on fait passer un message, mais on attend à ce qu'il y ait une remontée d'informations. Alors que dans la réunion d'information, ça peut être juste très directif. Et donc la causerie, à partir du moment où il y a un dialogue, mais je suis avec des entreprises du BTP. Donc ça veut dire que j'ai une équipe de 3 personnes qui part à 6h du matin pour aller sur un chantier à 200 km. J'en ai une de 8 qui part à 8h du matin parce que le chantier il est juste à côté. J'en ai une de 5 qui est partie toute la semaine. Et donc comment je fais pour animer ces causeries sécurité et pour suivre finalement le déploiement de cette causerie sécurité ? Et ça c'est compliqué. Donc la mise en place par exemple d'une structure, d'un logiciel qui permettrait d'avoir une gestion documentaire et notamment avec par exemple des chefs d'équipe parce que maintenant tout le monde a un smartphone, donc avec son smartphone peut se connecter sur une plateforme pour pouvoir avoir la causerie sécurité qui a été émise par le référent sécu, le responsable HSE, et c'est un bel outil ça, parce que du coup il y a maintenant la possibilité de dire voilà, j'ai fait ma causerie sécurité. Quand on met en place un système de management de la sécurité, tout ça sert à améliorer l'anticipation, le dialogue, le retour d'expérience et donc l'organisation. Parce que finalement tout ça travaille sur l'organisation. Et donc tous les outils qui peuvent nous aider à faciliter l'organisation sont les bienvenus. En fait, moi, quand j'essaye de me présenter, finalement, je ne suis pas un responsable qualité, un responsable sécurité. Je ne suis pas un référent externe. En fait, je suis un facilitateur. Et l'idée, c'est d'arriver à dire, on va faciliter l'organisation, sur quel que soit le modèle que c'est, parce que tout ce qui va faciliter cette organisation, permettre à l'organisation de se mettre en place et de l'harmoniser, finalement, est un progrès
pour le travail, pour les conditions de travail, pour la qualité du travail, pour la relation avec le client, la relation avec les fournisseurs.